un grand programme de recherche qui s'appelle Atlassi, on va parler beaucoup de génome et de milieux marins. Mais donc pour discuter de ça avec nous, on a les deux responsables de ce grand programme qu'on appelle un PEPR. Ils vont nous expliquer tout à l'heure ce que veut dire PEPR. Mais donc j'ai Hugues Roust-Crolius qui est chercheur au CNRS et rattaché à l'ENS à la rue d'Ulm. On a également Patrick Winker qui est lui chercheur au CEA et qui est directeur du Génoscope. Tout de suite à ma droite, j'ai Morgane Monteil qui est doctorante à l'IMBE en biologie marine en général et qui va nous aider à récolter les questions que vous pourrez nous poser sur Internet et qui nous les restituera à la fin de ce petit programme. À ma gauche, j'ai Thierry Pérez, qui est chercheur au CNRS et qui mène un petit peu les opérations dont on va parler tout à l'heure à la station marine d'Andoum ces 2 semaines qui vont nous concerner pour le programme Atlassi à Marseille. Et enfin, Charlotte Simler, qui est chercheuse au CNRS, qui travaille en écologie chimique à la station marine d'Andoum, à l'IMBE, et qui est spécialiste de la chimie des substances naturelles. Elle évoquera peut-être ça avec nous. Morgane, si tu veux bien aller t'occuper de récupérer les questions des auditeurs. Et puis en attendant, on va commencer à discuter un petit peu de ce que c'est ce fameux programme, ce fameux PEPR Atlassi. Et je vais te demander, Hugues, de nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc le PEPR, c'est un programme et équipement prioritaire pour la recherche. C'est un nouvel outil dont s'est doté le gouvernement en fait, suite à la crise du Covid, et pour relancer un petit peu l'économie en réinvestissant en particulier sur la recherche fondamentale. Et donc on a eu la chance d'avoir ce projet financé qui vise à explorer la biodiversité marine sous l'angle des génomes, de la génétique. Et donc, voilà, c'est un projet qui s'inscrit dans un contexte, une dynamique internationale. On n'a pas inventé cette idée tout seul. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui, grâce aux technologies de séquençage qui ont fait des progrès immenses ces dernières années. On peut séquencer des génomes de manière qu'on appelle complète, c'est-à-dire où chaque chromosome de chaque espèce est séquencé d'un bout à l'autre. On appelle ça des génomes de référence, c'est-à-dire des génomes qui peuvent représenter l'espèce à travers le séquençage du génome d'un individu. Et donc beaucoup de projets se sont lancés dans le monde sur le séquençage de la biodiversité, donc des animaux, des plantes, des champignons, sur lesquels on sait très peu de choses, juste que ça a été décrit par un taxonomiste il y a peut-être 200 ou 300 ans. Et donc ces projets se sont lancés sur le séquençage de toutes les chauves-souris par exemple, ou de tous les vertébrés, ou de toutes les espèces qui vivent dans un endroit particulier du monde. Et donc, au moment où ces PEPR sont arrivés en France, avec Patrick, on s'est dit on va lancer un grand programme de séquençage de la biodiversité marine dans la zone économique exclusive, c'est-à-dire la surface de l'eau sur laquelle la France est souveraine. Et donc voilà, on s'est lancé là-dedans, sachant que la France a la deuxième plus grande surface, la ZEE, au monde. D'accord. Et donc, l'originalité de ce programme par rapport aux autres grandes initiatives de séquençage de génome, est-ce qu'elle repose justement sur cette très grande diversité de nos océans et de notre zone exclusive économique? Patrick? Oui, tout à fait. Alors, si on revient un petit peu en arrière, il faut comprendre pourquoi on veut faire de la génomique pour la biodiversité. La génomique, c'est une discipline qui a maintenant à peu près une trentaine d'années, qui est apparue grâce à l'essor des technologies de séquençage et à l'essor de l'informatique associée, qui permet de décrypter les génomes, donc d'obtenir la séquence de tous les gènes qui sont présents dans le génome d'un organisme, et ensuite de l'interpréter grâce à des méthodes informatiques en grande partie. Donc cette méthode-là a été appliquée au début à des questions de biologie assez générales, et on a connu la séquence des génomes d'un certain nombre d'organismes, dont l'homme, mais aussi les organismes qui servent à interpréter directement la biologie humaine. Et puis, depuis quelques années, on s'aperçoit qu'en fait, on pourrait faire bénéficier ces méthodes des études sur la biodiversité.
Donc là, il s'agit non plus de séquencer le génome d'un petit nombre d'espèces très utilisées en laboratoire, mais vraiment d'aller chercher des espèces dans l'environnement qui ont un intérêt d'une manière générale, qui peuvent être environnementales, qui peuvent être des génomes d'un intérêt pour la conservation de ces espèces, ça peut être aussi éventuellement pour des intérêts économiques à définir ou qui existent déjà. Et donc concrètement, comment se fait la mécanique entre la production d'un génome et une application pour la société ou pour la science? Quels sont les liens qu'il va y avoir, et notamment au travers de ce PEPR? Comment vont être facilitées ces passerelles, soit vers la communauté scientifique, soit vers la société? Hugues, si tu veux répondre à ça. Donc, un génome, on peut assimiler ça à un ensemble d'instructions qui sont héritées de génération en génération, d'espèce en espèce au cours de l'évolution, et qui est utilisé par chaque organisme pour fonctionner, répondre à des stimuli extérieurs, se reproduire. Donc toutes les fonctions de la biologie sont contenues en quelque sorte dans un génome. Donc forcément, on peut, en accédant à cette information, apprendre beaucoup de choses sur comment les organismes fonctionnent. Donc c'est un petit peu notre objectif d'un point de vue très fondamental, c'est de reconstruire l'histoire évolutive des espèces à travers la lecture du génome et de comprendre la biologie. Alors c'est très ambitieux. Dans Atlasy, on a des objectifs un petit peu plus précis. On va essayer de comprendre, on va essayer disons, d'exploiter au sein d'Atlasy. Maintenant, les génomes sont accessibles publiquement et donc tout le monde peut les utiliser pour répondre aux questions qui les intéressent. Mais dans Atlasy, on va essayer de, en particulier, rechercher les voies métaboliques, c'est-à-dire les voies de synthèse de molécules d'intérêt. D'un point de vue très bioinformatique, c'est-à-dire annoter les génomes, prédire les voies, et puis d'un point de vue expérimental en travaillant sur des modèles vivants. Puis le deuxième grand projet, ce sera plutôt sur les écosystèmes qui sont soumis à des espèces invasives, dans lesquels on essaiera d'utiliser les génomes pour comprendre déjà d'où viennent les espèces invasives, est-ce qu'elles s'adaptent à leur milieu, est-ce qu'elles s'hybrident avec des espèces qui existent déjà avant l'invasion. Donc toutes sortes de questions auxquelles il sera beaucoup plus facile de répondre avec les génomes de référence. D'accord. Et donc tu parlais tout à l'heure du fait que le PEPR Atlasy n'est pas le seul à développer ce genre d'initiative. Comment, Patrick, se font les interactions avec les autres initiatives dans le monde, en Europe en particulier? Est-ce que ça conduit à faire des choix dans les espèces, dans les types d'environnements qui vont être couverts? Alors en effet, il existe plusieurs initiatives et elles sont gouvernées d'une manière mondiale en fait aujourd'hui. Il y a une initiative globale qui s'appelle le Earth Biogenome Project qui en fait rassemble toutes les initiatives locales, fait en sorte que toutes ces initiatives aient un endroit pour discuter et pour se mettre d'accord sur quelles sont les espèces à séquencer par tel ou tel programme. En Europe plus spécifiquement, il y a maintenant depuis quelques années une initiative spécifiquement européenne qui vise à décrypter la biodiversité à la fois terrestre et marine. Atlasy, dans ce cadre-là, est la plus grande initiative pour décrypter la biodiversité marine, à la fois à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle mondiale actuellement. D'accord. Et là, donc, le programme Atlasy s'est fixé pour ambition de séquencer combien de génomes d'organismes marins? Alors d'abord, il faut préciser, je crois que les organismes marins, donc, dans ce programme, ça exclut les prokaryotes, donc c'est les bactéries, les archées, les très petits organismes, mais tout ce qui est eucaryotes, c'est-à-dire les animaux et puis un certain nombre d'unicellulaires, vont être traités dans Atlasy. Là, l'objectif, c'est combien de génomes à la fin du programme? Oui, peut-être qu'il faudrait d'abord donner aux auditeurs une idée de combien d'espèces sont décrites dans la ZEE française aujourd'hui, depuis que des naturalistes explorent la biodiversité. C'est environ 45 000 dans toute la ZEE française qui couvre environ 10 millions de kilomètres carrés dans le monde, dans l'océan Atlantique, en Méditerranée, dans l'océan Indien, l'océan Antarctique et l'océan Pacifique.
Et donc, sur ces 45 000 espèces, Atlassi prévoit d'en séquencer 4 500, donc environ 10%. Encore une fois, en France hexagonale et en territoire ultramarin. Très bien, je te remercie. Je vous propose d'aller sur du plus concret dans les actions de ce programme Atlassi et pourquoi pas de regarder un petit peu comment s'est passée la première phase de ce programme sur la station marine d'Andoum. La première phase, ça commence évidemment par la collecte de ces organismes quand on va en mer. Donc là, on va regarder un petit peu les différentes actions qui ont été mises en route et je reviens vers vous dans 2 minutes. Voilà, comme vous avez pu le voir, les chercheurs n'hésitent pas à se mouiller pour la biodiversité. Et donc on va un petit peu parler justement de ces moyens, de la façon dont se déroulent les opérations. C'est quelque chose d'assez important, imposant en termes de logistique. Et l'homme orchestre de cette logistique sur la station marine d'Andoum pour les 2 semaines qui vont nous occuper ici avec Atlassi, et c'est Thierry Pérez. Et donc Thierry, tu vas nous expliquer un peu comment se mènent ces opérations, et en particulier pour ce qui concerne la plongée. Ça s'organise comme une campagne océanographique au sens strict du terme, c'est-à-dire que oui, on a comme navire amiral la station marine et puis un certain nombre d'embarcations sur lesquelles on embarque une vingtaine de personnes au total chaque jour pour conduire différentes actions, depuis des dragages, c'est-à-dire de la récolte à l'aveugle depuis le pont d'un bateau, jusqu'à la récolte à vue en plongée par des plongeurs professionnels, des plongeurs scientifiques qui ont été formés à ça et qui sont pour la plupart des naturalistes qui savent donc aller chercher la rareté ou l'espèce particulièrement représentative des écosystèmes qu'on a dans la région de Marseille. Donc ils sont complétés par une cinquantaine de personnes qui nous attendent au laboratoire et qui ensuite viennent prendre en main les échantillons, les trier, puis les identifier, puis les mettre en tube pour les conserver jusqu'à leur acheminement, jusqu'à Saclay. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les écosystèmes de la région marseillaise qui sont particulièrement ciblés par toutes ces opérations ?
Alors, si on a défendu Marseille pour cette mission, c'est parce qu'effectivement, il y a une richesse en termes d'écosystème qu'il n'y a nulle part ailleurs en Méditerranée française, par sa géologie en particulier. Donc, on va y retrouver tous les écosystèmes emblématiques que le grand public connaît très bien, l'herbier de Posidonie, sur lequel on a commencé à échantillonner, le coralligène, qui est l'équivalent en Méditerranée de nos récifs coralliens outre-mer. Mais on a aussi d'autres écosystèmes plus singuliers, pour lesquels on est un peu spécialisé dans la maison, les grosses sous-marines en particulier, qui sont connus pour être des répliques, des mésocosmes, des grands fonds, et où là on a accès à portée de palme à des espèces pour lesquelles il nous faudrait d'autres moyens, des sous-marins, des robots sous-marins pour y accéder. Et donc, tous ces écosystèmes différents, j'imagine, et je le sais, ils nécessitent d'avoir des spécialistes de ces différents écosystèmes. Et comment est-ce qu'on organise la répartition de ces différents spécialistes sur ces différents écosystèmes? Il faut nécessairement plusieurs bateaux, plusieurs moyens à la mer, des équipes de combien de plongeurs scientifiques? Ouais, je disais tout à l'heure, on a une vingtaine de plongeurs qui sont répartis sur plusieurs supports en mer. Donc ce sont d'abord tous les moyens à la mer de l'OSU Pythéas, qui est donc une composante de l'Université d'Aix-Marseille. Donc en gros un chalutier, un bateau de plongée, un semi-rigide. Puis on a un semi-rigide supplémentaire de nos collègues du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Et puis surtout, on a reçu le grand renfort depuis hier de la goélette Tara qui s'est associée au programme pour le reste de la mission et qui permet comme ça de couvrir de nombreux écosystèmes. Donc en gros, on a réparti les terrains d'exploration par écosystème, par embarcation, un petit peu aussi en fonction des compétences qu'on avait à bord. Donc tu précisais tout à l'heure que les plongeurs qui interviennent sont tous des plongeurs professionnels, mais donc la plupart de ceux qui interviennent sont également des scientifiques, des naturalistes. Comment s'organise qu'est-ce que c'est la plongée scientifique? Qu'est-ce que ça représente comme contrainte, comme type d'organisation? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces aspects-là? La première des contraintes pour le plongeur scientifique impliqué dans ce programme-là, c'est de se lever très tôt. C'est de se lever entre 4h30 et 5h du matin pour pouvoir être sur l'eau à 6h30 et ramener les échantillons au plus tard, les premiers échantillons en tout cas, au plus tard à 9h30 au laboratoire pour que la chaîne les prenne en main. Donc ça peut être douloureux certains matins. Et puis ça demande aussi de prendre soin de ces bébés, ceux qu'on vient de récolter, et de les suivre tout au long de la chaîne. Parfois en mettant un dernier nom, même si on a ciblé ce que l'on cherchait, ou en allant jusqu'à la mise en tube d'une espèce qui est un peu compliquée. Donc parce que ce qui est vraiment critique dans ce que je comprends en filigrane de ce que tu viens de dire, c'est d'être le plus rapide possible pour que le génome des organismes ne se dégrade pas entre le moment où ils ont été capturés vivants dans le milieu et les différentes étapes qu'ils vont devoir subir dans nos laboratoires, l'identification, le tri, les choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu une course contre la montre. Il n'y a pas que le génome qui risque de se dégrader, également peut-être des molécules qui sont produites et contenues dans ces organismes. Charlotte, quel lien tu fais toi entre toi qui est chimiste à la base, quel lien tu fais, quel intérêt tu as à ce qu'on s'intéresse à cette génomique des organismes marins? Comment tu vas utiliser pour ta science à toi cette accumulation de données qui est en train d'être produite? Bon, dans un premier temps, je pense que quand on est chimiste des substances naturelles, on s'émerveille de l'ingéniosité du vivant de façon générale, de savoir qu'un organisme donné, par l'information génétique qu'il contient,
est capable de produire des composés divers et variés, et ces composés sont associés à l'adaptation de l'espèce à un habitat donné, ses pratiques de défense, de communication, etc. Donc finalement, pour nous, en tout cas en tant que chimiste, j'ai autant d'intérêt à la connaissance biologique que à l'évaluation de ces petites molécules qui sont produites par ces organismes. Ce qui va être particulièrement intéressant avec Atlassi, c'est finalement qu'on va pouvoir faire un petit peu un état des lieux de la connaissance qu'on a sur les territoires maritimes français, puisqu'on a en général une connaissance très vaste de tout ce qui est à l'heure actuelle répertorié en termes de chimiodiversité marine, mais il est toujours très difficile de se replacer dans le contexte de la connaissance accumulée par les chercheurs en France dans ce domaine-là. Donc là, ça va être intéressant de pouvoir un peu faire la part des choses en ce qui concerne cette chimiodiversité marine. C'est-à-dire que tu vas pouvoir établir des connexions, des passerelles entre ce qui sera sur le génome et cette production de molécules, cette diversité de molécules fabriquées par les organismes marins. Il y aura des cas particuliers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier non plus que beaucoup d'organismes marins sont des holobiontes. Et que donc est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un sorte holobionte ? De méta-organisme qui contient à la fois les cellules eucaryotes propres de l'hôte et l'ensemble de son microsymbionte, enfin de ses microsymbiontes. Et souvent, la production de métabolites spécialisés est issue d'une coordination existante entre le génome de ces cellules hôtes eucaryotes et celle des prokaryotes associés. Donc on aura une grande connaissance par exemple pour les organismes eucaryotes unicellulaires et pour les plus gros organismes marins qui vivent souvent en symbiose avec d'autres micro-organismes, on va avoir une information sur ce qui est capable de produire la cellule hôte eucaryote et il faudra la compléter par cette information du microsymbionte, enfin des microsymbiontes. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'espèce qui représente un holobionte et sur laquelle tu travailles bien éventuellement, sûr. Mais de quel genre d'organisme tu es en train de nous parler là? Alors, il y a beaucoup d'invertébrés sessiles marins, donc des animaux marins qui vivent fixés au fond des océans, tels que les éponges, mais aussi par exemple des acidies et bryozoaires, pour lesquels, même pour les coraux, on a montré qu'il existe un processus de symbiose avec des micro-organismes associés. Les éponges font partie des organismes pour lesquels on considère que sont les holobiontes les plus complexes. Donc l'association eucaryote-prokaryote est une des plus complexes qu'on connaisse à l'heure actuelle. Bien, je vous remercie tous les quatre. Peut-être que, de toute façon, dans les prochaines émissions, on va rentrer un petit peu plus en détail sur toutes ces récoltes et puis sur les façons que les uns et les autres dans la communauté scientifique vont pouvoir utiliser cette manne incroyable de données qui est en train d'être accumulée. Mais pour le moment, Morgane, est-ce que tu pourrais nous dire si les internautes qui nous suivent ont eu des questions à poser à nos invités ? Bonjour à tous, déjà merci beaucoup pour cette discussion très intéressante. Alors oui, j'ai eu quelques questions d'internautes. D'abord, premièrement, globalement, est-ce que le projet avance comme vous l'espériez ? Écoute, oui, il avance bien. On a récolté quand même beaucoup d'espèces jusqu'à présent sur plusieurs océans. Et puis, beaucoup ont été acheminés au Génoscope pour le séquençage. On a un portail que les internautes peuvent découvrir qui s'appelle portal.atlassi.fr, sur lequel ils peuvent voir toutes les espèces qu'on a échantillonnées et ils peuvent suivre au jour le jour l'avancement du projet. Donc on donnera les chiffres, je ne les dévoile pas maintenant, mais on les donnera dans la dernière émission lorsqu'il y aura le bilan qui sera présenté. Et vous venez de dire à l'instant plusieurs océans, c'est-à-dire qu'avant la mission de Marseille, il y en a eu d'autres ? Oui, on a été en Guadeloupe, on est allé à Nouméa, dans l'océan Pacifique, et puis on n'est pas encore allé dans l'océan Indien, je crois, mais on a exploré la côte bretonne, pas mal. On est allé plusieurs fois en Méditerranée, c'est à Leucate, près de Narbonne, et puis il y a déjà eu une petite mission à Marseille au début du mois d'avril.
Voilà, donc oui, on a exploré pas mal d'endroits. Et aussi, à propos du projet Atlassi, comment s'organise-t-il? Quelles équipes sont mobilisées globalement pour... Alors je peux peut-être répondre. Ouais. Il y a plusieurs phases dans ce projet et donc il y a des équipes qui sont dédiées à chacune de ces phases. La phase d'échantillonnage qu'on est en train de vivre ici à Marseille, c'est ce qu'on appelle le projet DIVEC. Donc celui-ci, il est en fait par des équipes spécifiques de différentes institutions. Il y a le Muséum, il y a Aix-Marseille Université, le CNRS, il y a d'autres équipes comme ça, l'IFREMER en particulier. Ces équipes-là vont intervenir sur les sites pour faire l'échantillonnage. Après, toute la partie qui va être séquençage, jusqu'à ce qu'on appelle l'annotation informatique des génomes, ça c'est fait à Évry, au Génoscope. Et puis il y a une troisième phase qui est une phase plus informatique de mise à disposition des données. Et ça c'est fait par un autre programme qui est piloté également par le CNRS. Et justement, après ce volet échantillonnage, environ combien de temps il faut pour arriver à la mise à disposition des données Alors c'est très variable parce que ça dépend de la difficulté à séquencer qui n'est pas toujours la même selon les espèces. Mais on peut dire en gros qu'une espèce échantillonnée ces derniers mois, on a pu obtenir la séquence de son génome pas avant 6 mois, hein, c'est à peu près ça. Et des fois c'est plus long que ça parce qu'il y a des difficultés techniques. Parfois ce qu'on a échantillonné n'est pas suffisant, il faut retourner sur site pour échantillonner une deuxième fois. Très bien. Et ma dernière question sera plus sociétale. Est-ce que la parité est respectée au sein de ce projet? C'est une très très bonne question. Donc, il y a environ 100 personnes, grosso modo, qui travaillent au quotidien sur les projets Atlassi, dans beaucoup d'équipes en France. Et oui, on a la chance qu'il y a pratiquement 50% de femmes et 50% d'hommes qui travaillent dans Atlassi, si on prend l'Atlassi dans sa globalité. D'accord, je vous remercie pour vos réponses. Bien, merci Morgane et merci à tous de nous avoir suivis. Vous savez sans doute, si vous vous intéressez à IMBE TV, qu'on va avoir notre prochain direct qui sera diffusé lundi prochain à la même heure, à 18h30. Et donc on espère vous y retrouver nombreux. En attendant, transmettez à ceux qui ont raté l'émission qu'ils peuvent la revoir en intégralité sur YouTube. Et je vous espère bien nombreux lundi prochain. Merci à tous.